Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime les adaptations littéraires que l'on n'attendait pas forcément, vu que ça fait très longtemps que le livre a été écrit, vu qu'on pourrait se dire que d'autres auteurs auraient pu passer avant, mais l'objet étant tout de même très complexe et étant un peu sur un piédestal pour tous ceux qui l'ont déjà lu, vous admettrez que L'étranger par François Ozon semblait un projet surprenant. Pas tant que ça si on connaît l'auteur français, mais tout de même, on aurait pu se dire, en 2025, adapter un livre qui a 83 ans, on peut se demander l'intérêt. L'histoire, c'est celle de Meursault qui vit à Alger, qui semble avoir une vie banale, très simple. Une vie d'horloge. C'est ça, oui, c'est très joliment résumé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien de surprenant chaque jour. Mais sa vie va être bouleversée quand il va recevoir un télégramme qui va lui annoncer que sa mère est décédée. Et à partir de là, je ne vais pas vous révéler tout ce qui va se passer, on va un petit peu en parler dans l'écriture, mais il va se placer plein de choses dans la vie de Meursault. Pour en parler avec moi, comment vas-tu mon cher Mathieu? Aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, je ne sais plus. C'est l'incipit, le fameux incipit. Donc, je vais mieux que Meursault. Oh, bah ça, je pense qu'on va tous mieux que Meursault, très sincèrement. Oui. Ouais, donc comme je l'évoquais, c'est un projet qui est assez étonnant. Pas tant que ça si on connaît François Ozon, parce qu'on connaît l'amour de François Ozon pour la littérature française et pour avoir adapté déjà des romans qui étaient plus ou moins complexes. François Ozon, c'est surtout quelqu'un qui, depuis plusieurs années, oscille entre différentes propositions. C'est-à-dire qu'Ozon, depuis maintenant, on va dire 15-20 ans, il aime bien faire un film bien dark et une bonne comédie joviale. Oui. Et il aime bien alterner entre les deux et se dire « Ah tiens, vas-y, embarquons le spectateur dans différents horizons cinématographiques ». Et il est régulier en plus. Et il est très régulier, c'est ça. C'est franchement un des cinéastes français les plus réguliers qui soit. Et je pense qu'à part Aung San Suu ou Woody Allen à une époque, il y a peu de gens qui sont aussi réguliers au sein du monde du cinéma international. Au-delà de ça, l'idée d'adapter L'étranger, moi, j'avoue que quand j'en ai entendu parler, j'ai été un peu sonné. Parce que déjà, ça m'a mis un petit coup de pied au cul en mode Valentin, t'as jamais lu L'étranger, ce serait bien quand même que tu le lises avant que le film d'Ozon sorte. Et au-delà de ça, je me suis dit, étonnant. 2025, se dire, allez, adaptons L'étranger d'Albert Camus, réputé comme un roman très complexe, très dense, et loin d'être facile à adapter au vu du point de vue de Meursault et au-delà du point de vue de Meursault, au vu de ce que le film raconte et des thématiques globales au-delà des thématiques sur la France, son historique et juste le rapport que l'on peut entretenir à l'autre et juste à la mort. C'est un livre très profond, très compliqué et de façon assez juste réputé inadaptable. Et à partir de là, je me tourne vers toi, mon cher Mathieu. Bah, du coup, est-ce qu'il a réussi à l'adapter, François Ozon, L'étranger? Eh bien, je trouve que oui. Déjà, alors, je vais faire un petit bémol sur ce que tu as dit. Le Comte de Monte Cristo est sorti il y a beaucoup plus longtemps que L'étranger, et pourtant on a fait une adaptation il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Parce que, mais c'est plus facile, je pense, d'adapter Le Comte de Monte Cristo que d'adapter L'étranger d'Albert il y a Camus. plus de péripéties. Tandis que L'étranger, déjà, c'est un livre extrêmement cérébral, puisque c'est un livre, excusez-moi décidément, à la première personne. On peut dire que le film aussi est à la première personne, donc là-dessus c'est une très bonne adaptation. Mais surtout, c'est un livre qui parle d'un personnage, d'une psyché qui est extrêmement particulière, que ce soit par rapport aux autres êtres humains, par rapport à son époque, mais encore par rapport à nous, spectateurs. Donc, qui est l'étranger? C'est avant tout l'étranger à tout le monde, y compris à sa propre vie. Puisque Meursault, alors, moi, tel que je l'ai vu dans le film, et tel que je m'en souviens, parce que moi je l'ai vu quand j'étais au lycée, donc ça date. Hein, C'était au moins il y a 45 ans. non, c'était il y a 22 ans. Mais c'est déjà loin, c'est déjà loin. Voilà. Mais donc, L'étranger, c'est un livre qui m'avait assez fasciné sur pas mal de points, parce que c'est un livre, décidément, qui me rappelait beaucoup ma vie à l'époque. Moi aussi, j'étais dans une certaine indifférence où je préférais laisser le monde tourner autour de moi plutôt que d'investir en quoi que ce soit et de risquer d'y perdre des plumes. Donc, ça avait pas mal résonné. Ensuite, le temps a passé, et de revoir comme ça sur grand écran et bien adapté, eh bien ça rappelle des souvenirs.
Voilà. Tu l'as très bien dit, c'est une bonne adaptation. J'aurais des bémols, moi, mais c'est plus de manière globale sur le style de Ozon, dans le sens où je trouve qu'il prend pas trop de risques, que ce soit en termes de forme ou en termes de structure, avec une adaptation comme celle-ci. Disons que François Ozon, c'est quelqu'un qui a des chaussons bien confortables, calés au niveau de son lit, et qui, quand il rentre dedans, ne cherche pas à se dire « Ah tiens, ils sont encore à ma taille, bon, bah, c'est très bien, continuons. » Et qui se rend pas compte que peut-être à un moment, la semelle est un peu usée et qu'il Tu vas faudrait... quand même pas l'accuser de pantouflage. Ah non, non, Ah, pas de pantouflard ah, non plus. Non, j'ai pas dit qu'il était pantouflard. Non, dans le sens où il a ses petites habitudes et où disons qu'il a une paire de chaussons pour la comédie et une paire de chaussons pour le drame. Et là, il a décidé de mettre sa paire de chaussons pour le drame et pas forcément tant que ça se dire C'était logique. il y a quelque chose à modifier. Donc, je trouve que c'est bien fait de manière globale et de manière purement factuelle et même d'un point de vue cinématographique, c'est super bien fait. Et encore une fois, on aura l'occasion de l'évoquer, mais François Ozon est quelqu'un qui maîtrise le noir et blanc comme peu de cinéastes aujourd'hui peuvent se vanter de pleinement le maîtriser. Excellent directeur de la photographie, oui. Tout à fait, mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Si vous avez lu le livre comme moi il n'y a pas longtemps, vous allez être clairement sur un film qui va tout droit et qui prend très peu de marge de distance ou de manœuvre par rapport au livre original. Après, Il y a un est-ce qu'il petit y a forcément... changement au niveau de la linéarité, dans le sens où on commence lorsque Meursault arrive en prison. Tout à fait. Tandis que dans le livre, la là, c'est par contre, c'est vraiment la joue linéaire. Citizen Kane. Un petit peu. Pas jusque-là, quand même. Peut-être pas non plus. Mais juste dans la forme du récit. C'est vrai que on va dire, c'est la petite digression. Je me suis dit, ah tiens, il a voulu tenter un truc, mais bizarrement, ça fait hyper classique d'un point de vue cinématographique. Sa plus grosse digression, quand même, reste, selon moi, le tout début du film. Alors déjà, on a le vieux logo Gaumont. On a donc une présentation de la situation en Algérie en 1940 qui est faite à la manière de 1940. Ce qui, moi, je me disais, là, peut-être que Ozon va utiliser son humour pince sans rire pour parler de cet événement dramatique. Donc, mais ensuite, il revient bien sur ses pieds, bien terre à terre, mais en même temps, à la manière de Meursault lui-même. En un sens, donc oui. Mais après, oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que, en même temps, j'ai envie de dire, ça aurait été bien qu'Ozon change un petit peu son style, ou en tout cas, elle propose des petites nouveautés. Et en même temps, il y a cette maîtrise et cette formalité de conception qui fait que du coup, le film est vraiment bon. Mais vraiment dans le sens bon, dans le sens où on ressort en se disant, c'est vraiment un cinéaste qui maîtrise son sujet, qui maîtrise sa forme et qui sait exactement dans quelle direction l'emmener. C'est juste que si on a vu Franz, par exemple, de Ozon, je vois pas trop de différence en termes de conception et de création. Il y a la différence qu'on n'est pas sur le même récit, et on n'est pas sur les mêmes thématiques, mais d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue cinématographique, je vois pas beaucoup de nouveautés en fait, dans le style d'Ozon. Et là, on se pose la question, enfin moi je me poserais la question dans ce cas, est-ce que, avec tous les fans de l'étranger qui existent dans le monde, est-ce que justement le fait de passer outre l'original pour mettre vraiment sa patte propre de réalisateur, est-ce que ça aurait été pas considéré comme justement prendre trop de place par rapport à ce qui est la profondeur du film, du livre, pardon, et aussi du film en l'occurrence, à savoir le vertige que représente l'esprit de Meursault, cet esprit aussi vide, aussi froid, aussi mécanique, par rapport au monde qui l'entoure. Eh bien, c'est là qu'on plonge dans l'écriture, mon cher Mathieu, puisque tu tends des perches magnifiques. Donc, l'écriture, à la base, donc il y a le livre d'Albert Camus sorti en 1942, et l'adaptation est donc faite par François Ozon avec l'aide de Philippe Piazzi, qui a collaboré à l'écriture du scénario. On sent que, donc comme je l'évoquais, moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps, L'étranger. Mathieu donc l'a lu il y a un peu plus longtemps, et j'ai essayé de lui rafraîchir un petit peu quelques scènes. De manière factuelle, donc, c'est une adaptation quasi lettre après lettre du roman. Il y a très peu de marge de manœuvre, ou en tout cas d'envie de la part d'Ozon de vouloir aller dans d'autres directions. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de nous raconter l'histoire de Meursault et de se concentrer sur comment ce personnage évolue au fur et à mesure de l'avancée de la dramaturgie. La seule petite subtilité étant, comme Mathieu l'a si bien dit, et en sachant que moi j'avais lu le livre, mais je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait, tu es surpris au fur et à mesure que tu avances. Là, tu n'es pas vraiment surpris puisque au début, on t'annonce tout de suite que le personnage est en prison et qu'on va découvrir pourquoi il est arrivé en prison. Alors que quand tu lis le livre, tu commences directement par... Aujourd'hui, maman est morte. Exactement.
Et donc à partir de là, le récit devient plus une espèce de longue plongée analytique et psychanalytique dans la tête d'un personnage où on essaye de comprendre comment il réagit par rapport à des instants où l'émotion pourrait prendre le pas sur ce qu'il voit et sur ce qu'il ressent, mais où d'un point de vue humain, lui décide de voir tout d'un point de vue factuel. Voilà. Ma mère est morte, point. Je rencontre quelqu'un, point. Mais est-ce qu'il le choisit justement de le voir comme ça, ou est-ce qu'il n'est pas simplement prisonnier de sa propre condition, parce que tel qu'il est représenté dans le film, il est autiste et psychopathe. Simplement, tant qu'on lui offre un cadre dans lequel on lui demande de bosser, il bosse. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Mais à aucun moment, il ne prend l'initiative, puisque le seul moment où, entre guillemets, il prend l'initiative, le soleil lui dicte, si j'ose dire, de faire quelque chose, et, résultat, ça lui cause des emmerdes. Autant rester indifférent et ne rien faire. On pourrait presque même dire sociopathe, en fait, puisque c'est vraiment la société qui, selon lui, le conditionne à être de cette manière-là. Mais de toute façon, de manière globale, c'est un point qui m'a beaucoup plu. Ozon s'attarde beaucoup sur la régularité du quotidien de Meursault. Dans le livre de Camus, on a l'impression de suivre des petits épisodes en fait dans la vie d'un homme, c'est-à-dire juste, il rencontre son voisin qui maltraite son chien, il rencontre un autre voisin qui tape sur sa femme, le comparatif se fait instinctivement et à partir de là, en tant que spectateur ou en tant que lecteur, tu te mets à réagir par rapport à ça. Il rencontre une femme, il commence à peut-être l'aimer, mais on ne sait pas vraiment parce que dans sa tête, c'est juste d'un point de vue factuel, c'est je suis bien avec elle, mais j'ai pas grand chose de plus à demander. Je pourrais me marier avec elle, mais qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Je pourrais tomber amoureux, mais qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Et il a amené le travail par-dessus ça, chose qui était complètement absent du livre de Camus. Je trouve cette idée intéressante parce que, comme tu le dis dans son objectif de vouloir traiter le personnage comme un membre d'une société enfermé dans cette société et regardant celle-ci d'un point de vue juste factuel, j'ai besoin d'un métier parce qu'il faut que je vive, il faut que je paye mon appartement, il faut que je sois bien ici, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'être bien juste parce que je suis comme ça? Enfin, c'est un film qui est très particulier dans son écriture puisqu'il pose le spectateur comme étant le témoin d'un héros qui ne ressent rien. Ou si ce n'est qu'il ne ressent rien, qui voit tout de manière tellement factuelle et comme étant quelque chose de posé et évident qu'il n'y a pas besoin de recul. Donc à partir de là, c'est très anti-cinématographique comme structure dramatique puisqu'on demande au spectateur d'admettre que ce personnage qui va vivre une aventure, eh ben c'est un fait. Point. Il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de grandes envolées dramatiques, il n'y a pas d'instant où on va se dire le script décolle. C'est un film construit autour d'un scénario fait de faits. Et justement, moi je pense que c'est ça ce qui donne sa force cinématographique, puisque le film enchaîne des plans très signifiants. Alors il y en a qui sont beaucoup plus impactants que d'autres. En particulier, pour moi, c'est le plan où il marche sur la plage juste avant le meurtre, où on a une plongée qui met d'un côté la plage, de l'autre côté la mer et son ressac, et au plein milieu Meursault qui avance vers son futur, mais en même temps vers son destin. C'est un superbe plan. Tu as beaucoup d'autres plans qui, pour factuels qu'ils sont, justement, sont vraiment millimétrés. Et je trouve que la plupart des plans, justement, ont un cadrage qui, justement, permet de bien exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Et ça, c'est de la grammaire cinématographique. Donc là-dessus, pour moi, c'est vraiment un film de cinéma. Bon, je vais reprendre la phrase de Godard, évidemment. Le cinéma, c'est ce qui filme l'invisible, là où le téléfilm ne filme que le visible. De l'invisible, là, t'en as plein dedans, parce que, justement, c'est porté par les acteurs, par la musique, par la réalisation. C'est un film très immersif. Oui. Et là-dessus, il suit effectivement le livre, qui, lui aussi, est comme on est dans la psyché de Meursault, on suit justement son fil de pensée. Oui. Après, moi, le seul point que j'aurais tendance à un peu reprocher à Ozon et Piazzi de manière globale, c'est que les thématiques et les réflexions qui sont présentes dans le livre sont intéressantes parce qu'elles sont mises en exergue par le point de vue du personnage, parce qu'on est totalement dans sa tête. Je trouve, par exemple, ici que le voisin qui tape son chien et le voisin qui tape sa femme, ils n'ont pas plus de perspective que ça au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça fait perdre un peu de son impact à ce qui saute aux yeux, ou en tout cas dans notre tête lorsqu'on lit le livre, qui ici devient peut-être
un petit peu trop didactique ou un peu trop évident parce que j'aime bien l'idée, mais encore une fois, je trouve que ça, c'est pas très cinématographique, tu vois, paradoxalement. Je trouve que c'est trop littéraire et du coup, quand c'est transposé au cinéma, la mise en relief devient très faible. Et du coup, en tant que spectateur, on se dit juste, ouais, bah, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est la même chose, quoi. Qu'est-ce qui différencie un homme qui tape son chien d'un homme qui tape sa femme, un truc comme ça. Enfin, ouais, mais derrière, Bah, ça se voit la différence, à justement. part la mise en Au niveau relief de de Meursault derrière qui regarde ça et qui, dans les deux cas, reste un peu inerte en mode, bon, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, c'est tes affaires. Mais c'est aussi justement la façon dont ensuite ces personnages réagissent, puisque le vieux qui tape son chien, ensuite, on le voit qui se lamente de ne plus avoir son chien, tandis que celui qui tape sa femme, lui, de bout en bout, justement, il est indifférent à sa femme, enfin à sa maîtresse en l'occurrence. Ah oui, complètement. Donc c'est là où justement on a des personnages qui deviennent profonds, soit dans justement ce qu'on peut appeler de l'amour vache pour le propriétaire du chien, ou simplement de la saloperie pour le personnage de Raymond, quoi. Encore une fois, la base de questionnement est super intéressante. C'est que je trouve que d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue vraiment scénaristique, c'est pas très creusé. Et du coup, on reste un peu dans la surface et on se dit pas, ah tiens, Ozon, il s'est emparé du sujet, il a voulu amener quelque chose de différent. On se dit juste, il a repris vraiment le choix des thématiques et le choix du rapport qui est entretenu par les personnages, mais il met pas une couche de lecture vraiment visuelle, ou en tout cas, tu vois, c'est des tout petits trucs, mais Ça m'a pas gêné. en soi, c'est pas dérangeant, mais je trouve que ça manque du coup de prise de risque par rapport à quelque chose qui est trop évident au cinéma. Qu'il est moins dans la littérature parce que du coup, en tant que spectateur, on t'incite à avancer et justement à questionner parce que derrière Meursault te rajoute des petites réflexions ou des petites intentions qui lui passent par la tête et qui du coup permettent de donner une nouvelle perspective. Finalement, quelque chose de très philosophique dans l'écriture. Au cinéma, du coup, C'est le cas de le dire. c'est le but. Mais au cinéma, du coup, ça sonne moins comme tel. Ça sonne plus comme trop factuel, justement. Et je dis pas, hein, c'est bien, parce que de manière globale, c'est ce qui doit habiter l'écriture quand on voit ce qui est questionné, notamment par le personnage de Meursault. Mais j'aurais bien aimé qu'ils prennent un petit peu plus de risques, Ozon, quoi. Qu'ils se posent des questions plus profondes pour amener justement une couche de modernité, finalement, à ce récit. Je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est une discussion qu'on a eue dans la voiture, vous n'avez pas vu, mais justement, Albert Camus comme François Ozon sont deux auteurs différents et surtout qui ont des personnalités assez propres et assez fortes. Donc, si Ozon s'était emparé effectivement de l'étranger pour en faire vraiment sa sauce à lui, est-ce que ce serait toujours l'étranger? Puisque Camus avait écrit ce livre aussi pour porter sa philosophie. Donc là, si j'enlève la philosophie de l'un pour mettre ma philosophie dedans, est-ce que ça ne risque pas de créer une coquille creuse? C'est l'équilibre qu'il y a à trouver parce que je t'évoquais, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on choisit d'adapter un livre, on trahit un petit peu l'auteur. Donc c'est l'équilibre qu'il y a à trouver entre la trahison totale et disons la trahison partielle, la petite trahison. Traduttore, traditore. En termes de mise en scène, bon, je ne vous apprends rien, François Ozon est un cinéaste qui nous a démontré depuis quelques années qu'il maîtrise très très bien le noir et blanc. Oui, et pas que. Ce film ne va pas nous faire dire le contraire, clairement, parce que au-delà de maîtriser le noir et blanc, moi, ce qui m'a scotché, c'est que c'est un très beau film qui a beaucoup d'ambition et qui surtout sait comment se servir du contraste. Ah, Et oui. ça, Dieu sait qu'au cinéma, des fois, il y a tellement d'auteurs qui ont peur de se servir du contraste, de Ils trop ont- l'appuyer ou de pas réussir à pleinement le maîtriser, que du coup, les films sont plats. Là, le film, il est pas plat. Hein. Oh, Là, non. le film, il a du relief. Hein. Il profite de beaucoup de lumière rasante afin justement de faire ressortir les contrastes, les reliefs et une utilisation des ombres qui est très très marquante. Des ombres et pas que. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a plein de scènes où j'étais en train de me dire, le travail justement entre les sources de lumière et les jeux d'ombre, et notamment un plan, c'est un plan où Marie et Meursault vont s'embrasser. Oui. Et Marie arrive du côté droit du cadre. Et elle rentre, elle est dans la lumière. Et quand elle arrive au milieu, les deux ne forment qu'une espèce d'ombre chinoise. J'étais en train de me dire, oh là là, c'est beau ça. Ça, c'est du beau noir et blanc bien travaillé, ça. Ça, c'est de la bonne cinématographie. Et Ouais, justement, ça. on a une idée qui a l'air tellement simple quand tu la vois
que ça devient une évidence. Ouais, c'est ça. Et Et encore une maîtrise. fois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, enfin, je prends cet exemple-là parce que le noir et blanc, c'est pas une solution de facilité, puisque aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais à une époque, beaucoup d'auteurs tournaient en noir et blanc parce que la pellicule noir et blanc était moins chère à développer que la pellicule couleur. Aujourd'hui, quand on veut faire du noir et blanc, c'est souvent juste un caprice de cinéaste. C'est une envie, on se dit mon film va avoir une certaine gueule si on veut amener du noir et blanc. Ce qui fait que tu as certains films qui se retrouvent en noir et blanc où tu te demandes l'utilité. Tu te dis, tu l'aurais mis en couleur, les mêmes contrastes se seraient ressortis, la même lumière aurait travaillé, il y aurait juste eu un petit peu plus de peps au niveau de l'image, mais le message serait passé pareil. Or là, Ouais. Ou encore dans Mad Max, Fury Road, là par contre c'était tourné en couleur, mais la version chrome, elle rapporte quand même quelque chose. ben parce qu'à la base, encore une fois, George Miller avait dit mon film, je le veux en noir et blanc et sans dialogue. Et on lui a dit non, tu peux pas. Mais ça démontre encore une fois qu'aujourd'hui, au-delà du caprice, certains auteurs se posent réellement la question de l'intérêt d'un noir et blanc. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de supplémentaire ou est-ce que c'est juste un effet de style qui va permettre, entre guillemets, au film d'avoir un cachet? C'est pas le cas ici. Ça lui amène un certain cachet, mine de Bien rien, sûr. parce que forcément on se replonge dans une époque, il y a le côté, on replonge un peu plus loin, c'est-à-dire que dès le moment où on met du noir et blanc, on se dit ah tiens, on va réussir à loger le film dans une espèce de case temporelle qui va nous permettre de ne pas avoir besoin de répéter constamment des dates ou de dire on est ici, on est là. Ça a ainsi un intérêt d'un point de vue cinématographique de replacer le spectateur dans une certaine période, mais on sent qu'Ozon ici, son objectif, c'est quand même de se servir du noir et blanc pour appeler aussi le côté un peu froid et monocorde justement de l'émotion qui est véhiculée par Meursault. Il y a de ça, mais je dirais pas côté froid, moi je dirais plutôt pour accentuer la chaleur du soleil d'Alger, puisque là c'est un film qui travaille énormément le rapport à la canicule, si j'ose dire. Mais c'est justement cette recherche de pénombre qui est très, très présente dans le pourtour méditerranéen, justement. Quand le soleil est trop chaud, on cherche forcément l'ombre, le réconfort d'un toit. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans ce film-là, justement. Tu as beaucoup de passages de la lumière à l'ombre, de moments où justement les personnages sont entre ombre et lumière, que ce soit parce que justement la lumière rasante, tu as toute une moitié de visage qui est dans le noir, tandis que l'autre est éclairé. Et tu as aussi, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est des contours qui sont surlignés par la lumière, parce que quand tu as une lumière à l'arrière, justement, ça permet de faire un contour. Complètement. Et il y a des plans là-dessus qui permettent justement de détacher les personnages de leur décor, qui sont sublimes. Ah ouais. Voilà. Non mais moi Et signifiant. ça m'a scotché. Enfin, de manière globale, je trouve que le film est, au-delà d'être très intelligent et d'être puissant, je trouve que Ozon arrive vraiment à faire en sorte que les images soient signifiantes. Et encore une fois, comme tu l'as très bien évoqué, c'est pas facile au cinéma d'avoir des images ultra signifiantes, de réussir à traduire ce qui est évident dans la littérature, pour prendre l'exemple ici en tout cas, et de le mettre en forme au cinéma. De mettre en forme vraiment le mal-être d'un personnage, ou comment son état psychologique va évoluer en une fraction de seconde, ou comment juste une interaction va réussir à faire changer complètement de bord une scène qui était partie comme quelque chose de dramatique et qui va peut-être devenir quelque chose de plus touchant, ou en tout cas de plus sensible. Moi j'ai un plan qui me revient en tête et que je trouve très juste, c'est le plan où il arrive au bain, et où il va rencontrer Marie. Tout est dans un seul plan. Et pourtant il arrive à juste et correctement mettre en scène l'évolution du personnage dans un tout petit fragment de seconde. Oui, c'est en même temps l'avantage d'une mise en scène discrète, justement, c'est que là où une mise en scène tape à l'œil, justement, impressionne le spectateur, là on laisse le spectateur digérer. Complètement. Et en fait, je crois aussi que c'est une intention de mise en scène, parce que la plupart des plans de ce film sont en plan fixe. Ça arrive assez souvent parce que le plan fixe, c'est un plan économique et simple et très facile à travailler. Mais en même temps, je trouve, alors tu me diras ce que tu en penses, je pense que c'est un film quasiment vignette pour refléter l'état d'esprit du personnage de Meursault, puisque on regarde tout à travers ses yeux en quelque sorte. Justement, comme chaque chose est égale à ses yeux, tout est indifférent. Justement, même les travelling
sont composés de telle manière à ce qu'on ait l'impression d'être face à une image fixe. Et donc là-dessus, c'est justement une image, puis une image, puis une image, mais justement, chaque image a été composée de manière très précise. Je pense que le storyboard doit être magnifique à regarder. Oui, je pense. Et c'est vrai qu'il y a très peu de mouvement dans ce film. C'est un film qui est... Ça arrive surtout quand le personnage est perturbé. Ou quand le personnage doit bouger. Oui. Ça, c'est d'un point de vue factuel, hein, Il y a soyons de sincères. l'accompagnement, bien entendu. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le film joue beaucoup au contraire sur des points de netteté. C'est-à-dire sur un plan où la netteté va d'abord être à l'arrière, puis va passer à l'avant, ou aussi sur des gros plans très très bien appuyés. Oui. Je trouve que notamment, il y a une scène qu'on va éviter de spoiler, mais il y a une scène où déjà il y a un travail autour de la chaleur, qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a surappuyé ce fameux effet que vous avez quand l'image tremble parce que la chaleur est tellement puissante que du coup... L'air est en ondulation. Exactement. Il a très bien appuyé ça, il a très bien appuyé les gros plans sur les visages, l'intensité et la montée en crescendo de la scène, la sueur, enfin... Il y a quelque chose de très intense quand même qui réside dans ce film. J'ai utilisé le mot froid au début, mais pour moi le froid, il est vraiment présent que dans la manière d'ajouter le noir et blanc parce que derrière l'image... elle parle beaucoup. Et du coup, il y a énormément de chaleur, ou en tout cas d'intensité, qui se dégage de cette image et qui porte du coup une majorité de la manière avec laquelle Ozon présente son film. Si j'ai pu dire au début que je trouve qu'Ozon est classique et est un petit peu dans ses chaussons confortables de dramatique du début à la fin, il y a quand même une vraie intention de mise en scène qui est appuyée dans ce film et qui pour moi traduit que Ozon, même quand il est dans un véhicule entre guillemets de création qu'il connaît par cœur, il cherche quand même à faire en sorte que son objet soit le plus cohérent possible, non seulement avec son sujet, mais aussi avec ce qu'il a envie de faire ressentir au spectateur. Et ça porte le film. Ça lui donne quelque chose de fort et ça fait que même si on ressort en se disant c'est bien, et ben on ressort en se disant c'est vraiment maîtrisé par son réalisateur. C'est là justement, alors c'est là qu'on se retrouve en fait à la frontière entre le très bon film et le chef-d'œuvre. C'est que justement le chef-d'œuvre, en plus tout reste en tête une fois que la salle s'est rallumée. Donc on n'est pas encore à ce niveau-là, je trouve, avec l'étranger, mais je crois qu'il n'y a rien à jeter de ce film, puisque justement, encore une fois, on reste sur le côté maîtrise, et tout simplement sur le côté envoûtant, hanté du métrage. Techniquement, il est irréprochable. Clairement. Est-ce qu'on passerait pas au casting, mon cher? Je te Qui est tout de même assez costaud. Allons-y. Le casting est vraiment très très bon, honnêtement. Je vais avoir très peu de choses à redire là-dessus. Par qui est-ce qu'on va commencer? Tiens, on va commencer par Mireille Perrier, qui joue donc la mère. Oui. Qui apparaît très très peu. Mais qui est vraiment très efficace. Qui a notamment une scène qui est vraiment marquante pour le coup. Même qu'une seule, puisque tout le reste, c'est... des photos. Il y a 2-3 photos, effectivement. 3 photos, oui, c'est ça. On peut citer Nicolas Vaud dans le rôle du procureur, que j'ai trouvé vraiment excellent. Ah, il fait son rôle d'avocat, mais ensuite, là par contre, il faudrait que je revoie les dialogues tels que c'est raconté dans le bouquin, parce que je trouvais que son envolée... je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc qui détonnait un petit peu. Alors tu parles de celui qui défend ou de non, celui le procureur, qui... Ouais. le procureur. Alors moi j'aime bien parce que de toute façon Nicolas Vaud c'est quelqu'un qui a toujours eu un jeu très particulier, un jeu très atypique, mais je trouve que ici ça fonctionne bien. Je t'avoue que c'est du côté de Jean-Charles Cliché où j'ai trouvé que justement c'était un peu l'avocat de la défense. Ouais, c'est ça, où j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué, où on sent que l'acteur, même si moi je trouve que c'est un acteur qui est très très doué, il a un peu plus de mal notamment avec le moment où il doit faire son réquisitoire, où c'est peut-être un... Il doit jouer en même temps un avocat qui est perdu face à son client, puisque son client refuse de se défendre en réalité. Tout à fait. Mais je trouve le jeu un peu maladroit. Pour moi, ceux qui ressortent vraiment, c'est Pierre Lotin, qui pour moi, depuis qu'il est sorti des tuches, fait un upgrade d'acting qui est exceptionnel, je trouve ici hallucinant du début à la fin. Raymond, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai trouvé excellent du début à la fin. Il fait un salaud. Quand il s'en prend une de la part d'un gendarme, ah, ça fait du bien. Ah oui, non, mais il est exceptionnel ici. Denis Lavant est bien dans le rôle de Salamano. Il est. Alors, moi, c'est surtout la plasticité de son visage que j'en ai, parce que là, quand il bouge les sourcils, ça fait. C'est assez dingue. C'est vraiment un personnage assez caoutchouteux. Complètement. Mais on peut citer Swan Arlo, qui a vraiment un petit rôle sur la fin du film, mais qui s'en sort bien. On peut citer Rebecca Marder. C'est le curé. Oui, le curé, c'est ça, le prêtre. Rebecca Marder, qui pour moi est une immense actrice et que je trouve ici fantastique du début à la fin. Elle est très simple, mais elle arrive à traduire énormément d'émotions. Et iconisée aussi par justement la photographie
Là, franchement, ça pourrait être un sexe symbole pour cette génération si les gens vont voir ce film, parce que là, c'est une femme qui exulte sa féminité, c'est De toute façon, formidable. Ozon a toujours été un cinéaste qui aime bien filmer les femmes. Ah Ça ouais. lui a été reproché, même parfois, on va pas se mentir. Comment on peut reprocher ça Mais quand on clairement, fait aussi bien? là, au-delà de ça, moi, ce que je trouve, c'est que Rebecca Marder, elle a des scènes qui sont d'une immense complexité parce que c'est quelqu'un de... Son personnage est très pur. Oui, c'est Et face à Meursault, elle arrive à jouer des scènes qui sont d'une telle radicalité qu'elle arrive pourtant à épurer et à rendre douce par une présence qui, je trouve, est extrêmement charismatique et très délicate. Et moi, c'est ça que j'ai la envie Belle et de la retenir. Bête. Ouais, clairement. Non, mais clairement. Et donc, on a parlé de La Belle. Ah ben, Benjamin Voisin, qui est un acteur là qui joue justement l'indifférent de manière exceptionnelle. Ah, mais moi, de toute façon, je trouve que depuis que je l'ai découvert dans La Dernière vie de Simon, Mhm. je m'obstine à dire que Benjamin Voisin est un immense acteur. Et vraiment, au-delà d'être un immense acteur, c'est un acteur qui est capable de jouer énormément de choses. Ici, il est parfait. Mhm. J'avais très peur au début parce que bizarrement, dans ma tête, lorsque j'avais lu le livre, j'imaginais quelqu'un d'un poil plus âgé dans le rôle de Meursault. Mhm. Et ben, il m'a complètement fait oublier ça en 10 minutes de film. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2-3 plans, je me suis dit, oh, je l'aurais imaginé un petit peu plus marqué par la vie, etc. Puis ensuite, non. Benjamin Voisin impose On une va pas dedans. présence qui est factuellement hallucinante de justesse du début à la fin. Actuellement. En plus, c'est juste impressionnant. Il est parfait. Moi, il m'a scotché. Et quand je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, lui, il est brillant. Et il a su totalement emmener le personnage. La façon dont il le joue, on comprend à la fois que les gens se tournent vers lui, mais en même temps que les gens soient gênés par sa façon d'être. Tout à fait. C'est, il joue quasiment une sorte de pilier autour duquel justement, la caméra tourne, mais les personnages tournent aussi. Mhm. Et chacun a leur façon. Donc c'est quasiment une étude de mœurs autour d'un bloc de pierre. Et ensuite, il faut choisir le bon bloc de pierre qui soit bien taillé. Ah bah là, c'est un bloc de marbre, Ah mon ouais. cher. C'est clairement un bloc de marbre. Un bloc de marbre froid. Oh oui. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de L'étranger? Alors, je retiens que faut que je me replonge dans Camus, parce que même si je suis pas d'accord avec beaucoup d'éléments sur sa philosophie, j'apprécie. Il y a un truc auquel j'ai pensé, comment ça s'appelle? C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est L'étranger, ça fait partie du cycle de l'absurde dont Camus avait fait son cheval de bataille en quelque sorte, puisque donc Meursault voit le monde autour de lui et trouve tout absurde. C'est pour ça qu'il est aussi indifférent, c'est parce que rien n'a d'importance, alors que les gestes auxquels on tient, justement, à l'enterrement, la ritualisation, le procès, le fait d'avoir des amis, de socialiser, pour lui, tout ça, c'est absurde, parce que justement, quand on décortique le tout, effectivement, on rajoute beaucoup de chichi sur des éléments qui devraient être assez naturels, mais cette façon de décomposer l'absurde, en fait, je comprends pourquoi les Américains sont fans de ce bouquin-là, parce que justement, c'est aussi une question de révolte. En voyant un monde qu'on ne comprend pas, justement, on a envie que le monde s'adapte à nous. Et ça, c'est une grosse thématique depuis 20-30 ans du cinéma américain. C'est que, oh, les règles, je les aime pas, je voudrais qu'on change. Et là où les Américains sont des chouineurs, là, la question se pose plutôt, c'est est-ce que, lorsqu'on refuse une règle, est-ce qu'on n'est pas prêt à devenir un monstre? Parce que justement, on est inadapté. Et là-dessus, je trouve ce film peut marquer à ce niveau-là, au niveau philosophique, parce qu'on n'a pas beaucoup apporté à la philosophie. Donc je veux terminer sur cette note philosophique. Est-ce que le monde est véritablement absurde, ou est-ce que c'est parce que Meursault lui-même est un être différent que le monde est absurde? Voilà, je terminerai là-dessus. Vous avez je laisse 4 cogiter. heures. Débrouillez-vous. De mon côté, je retiens un film qui a réussi à adapter un roman qui, sur le papier, était très compliqué, voire trop compliqué pour le cinéma, et que pourtant Ozon a su adapter Il a osé. à sa sauce. À Très sa bien, sauce, ouais. avec des idées intéressantes, avec peut-être quelques maladresses selon moi, mais avec une envie et une passion pour le livre qui se sent à l'écran, qui se sent surtout visuellement, parce que je trouve que, encore une fois, Ozon démontre que c'est un plasticien, un esthète et un cinéaste impressionnant,
qui sait exactement comment faire en sorte que l'image parle d'elle-même sans avoir besoin de surappuyer les détails qui devraient être naturels pour le spectateur et qu'ils sont par le biais de son œil, ça marche. Encore une fois, c'est un très grand directeur d'acteurs et il n'avait pas besoin de nous le reprouver, mais il le refait avec notamment Benjamin Voisin et Rebecca Marder qui ressortent pour moi du casting comme étant les deux piliers de cette œuvre. Non, clairement, L'étranger de François Ozon, allez le voir. Je pense que... Je sais que sur le papier, ça fait vraiment film français, adapté d'un grand classique de la littérature, en noir et blanc, ça fait un peu plombant. Soyez curieux. Et si vous êtes curieux, vous serez certainement récompensé par cette œuvre. Grand film français sur un grand livre de littérature. Voilà. Un livre français. Merci mon cher Mathieu. Ah, merci à toi. J'espère qu'on se reverra vite. Ah bah, moi, j'attends toujours avec impatience ton petit message pour me dire hey, t'as pas envie de faire une chronique? Oh là là, qu'il est gentil, qu'il est gentil. Ah mais tu le mérites. Excuse-moi. Je te remercie. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et on l'a pas assez redit, mais lisez le livre. Oui. C'est bête, mais lire, c'est bien aussi. C'est une très belle plume aussi, Camille. Oui. C'est agréable d'avoir un livre, non seulement qui est profond, mais qui est bien tourné.